Le problème, c'est que au XXIe siècle, en 2023, on ne veut pas l'entendre. Il faut savoir que l'amiante, petit rappel historique pour comprendre, est rentré dans la vie des hommes avec l'industrialisation au XIXe siècle, 1860. Et puis, au début du XXe siècle, donc vers 1935, on découvre le caractère dangereux de ce matériau et on fait les premiers rapports avec certains cancers. Figurez-vous, 1935-1996, tout ce temps a été nécessaire pour qu'un décret du 24 décembre 1996 interdise le... Excusez-moi, mais mes slides n'avancent pas. Ah, je ne suis pas en plein écran. C'est moi, je suis navrée. Je n'ai pas lancé le diaporama. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, 24 décembre 1996, un décret interdit, vous le voyez, voilà, interdit la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toute variété de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux produits ou dispositifs. Et donc, en France, l'utilisation de l'amiante était dès lors interdite. Il faut vous dire que le Canada était le deuxième producteur d'amiante. Imaginez comment, pour les producteurs d'amiante, il a été difficile d'entendre que dans des grandes puissances industrielles, ce matériau était désormais interdit. Mais il était interdit tant il est dangereux pour la santé humaine. Alors vous comprendrez que la réglementation s'articule finalement en trois domaines: la protection de la population, la protection des travailleurs et la protection de l'environnement. Schématiquement, retenez ça. Et les personnes concernées par la réglementation, les principales personnes concernées sont les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les donneurs d'ordre et les employeurs dans leur responsabilité par rapport à leurs salariés. Donc d'abord, la protection de la population, elle est visée par les dispositions du Code de la santé publique. On vous l'a déjà dit, je le rappelle, et aussi par le code pénal, parce qu'on va revenir plus tard là, sur les sanctions. La protection des travailleurs est visée dans le code du travail, et la protection de l'environnement, ce sont les dispositions du code de l'environnement, bien sûr, mais également du code de la construction et de l'habitation. Alors, bien évidemment, moi, en tant que juriste, je vous parle des grandes lignes. Pourquoi? Parce que l'amiante et les interdictions, la réglementation de l'amiante n'a pas fait l'objet d'une loi générale. Comme ça vise les professionnels, l'activité des professionnels qui sont au contact de ce matériau dangereux, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution de l'activité humaine, vous avez des textes qui sortent comme ça pour faire avancer la réglementation. Et ce sont des textes très, très précis. L'intervenant avant moi l'expliquait. Il faisait état d'une disposition qui a été édictée en 2022. Eh bien, au fur et à mesure, des dispositions tombent comme ça pour encadrer toujours le plus efficacement possible l'activité humaine autour de l'amiante. N'oublions jamais que l'objectif est de protéger la santé des personnes et l'environnement dans lequel l'homme vit. Donc, d'abord, voyons... Alors... Ouh là là.
Alors, la protection, voyons d'abord la protection de la population. Alors, afin de protéger la population contre les risques à une exposition de l'amiante, on sait que la réglementation organise la recherche et la surveillance de l'état de conservation de l'amiante dans les immeubles, en veillant à toujours pareil, hein, par le biais de protection dans les dossiers techniques amiante, par le biais de prescription dans les dossiers techniques amiante. Alors déjà pour les particuliers, quand on est dans des transactions concernant des immeubles qui datent de plus de 25 ans, c'est-à-dire avant 1996, il y a toujours le diagnostic amiante qui est obligatoire de fournir au notaire pour les ventes. Et donc, dans les transactions privées, mais également dans toute activité en dehors des particuliers, toute activité professionnelle, sur les immeubles en copropriété, bon, vous avez les parties privatives, les parties communes, donc il y a des prescriptions autant sur les parties qui concernent les personnes privées, mais également tous les opérateurs. La réglementation aussi prévoit les cas où on doit procéder au retrait de l'amiante ou à l'encapsulage, encapsulage ou confinement de l'amiante qui peut être présent toujours dans les immeubles. Et donc cette réglementation-là, elle est générale, mais elle donne lieu à l'intervention de professionnels qui, eux, se voient appliquer des réglementations plus spécifiques et plus strictes, parce que n'oublions jamais que nous sommes en présence d'une matière excessivement dangereuse pour la personne humaine. D'où tous les contrôles qui sont en permanence exercés par l'État. On vous l'a dit. On vous l'a dit, c'est sous le contrôle de l'État parce que bien souvent, quand il s'agit de respecter la réglementation, ça génère un coût, autant pour les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs, les maîtres d'œuvre, que pour les entreprises, les intervenants. Et donc, on a tendance à vouloir, et bien plus souvent que rarement, à contourner la réglementation. En plus, le danger de la matière, on le connaît, mais les conséquences, on ne les vit pas immédiatement. Donc, on a tendance à se dire, c'est pas grave, on ne verra pas, c'est pas un problème. Malheureusement, on n'a pas idée comment, vous savez, les fibres d'amiante, c'est infiniment petit. L'inhalation de fibres d'amiante, eh ben, ça vous détruit la santé, mais vous ne le savez pas au moment où vous travaillez, où vous exercez au contact de l'amiante. Alors, la protection des travailleurs, elle est visée dans le Code du travail et le Code pénal également. Et donc, le Code du travail prévoit des dispositions qui visent les travaux de retrait et d'encapsulage de l'amiante. Également, il y a des dispositions qui portent sur les interventions sur les matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, parce que l'objectif des dispositions du Code du travail est de protéger les personnels, les personnes, en tout cas les ouvriers, le personnel d'entreprise intervenant au contact de l'amiante, protéger contre l'inhalation des fibres d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, je l'ai dit, les obligations pèsent sur le donneur d'ordre, celui qui commande le chantier, ça peut être le promoteur, ça peut être le maître d'œuvre.
le propriétaire ou maître d'ouvrage. On vous l'a dit, peut-être depuis ce matin, on vous le dit, le propriétaire d'un immeuble dans lequel il y a de l'amiante est responsable de ce matériau dangereux qui est dans son immeuble et s'il en a connaissance, il doit prendre les dispositions pour faire extraire, si nécessaire, ce matériau et il en est responsable depuis l'extraction jusqu'à l'acheminement du matériau pour qu'il soit confié à l'entreprise qui va le faire partir vers les sites qui récupèrent le matériau. Et puis les entreprises intervenantes. Donc la loi prévoit pour les travailleurs, les employeurs, excusez-moi, la loi prévoit pour les employeurs un certain nombre d'obligations. Alors, je vous les cite dans les grandes lignes. Vous êtes des professionnels, à mon sens, si vous n'êtes pas dans les syndicats, vous êtes au contact de sites qui vous rappellent vos obligations, qui vous actualisent les obligations en fonction de l'évolution réglementaire. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que le mesurage de l'empoussièrement et le contrôle du respect de la valeur limite doivent être réalisés par des organes accrédités. Et ces organes reçoivent leur accréditation par des organismes qui ont des certifications. C'est toujours beaucoup de réglementation parce que la santé humaine est en jeu. Alors, depuis 2016, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de l'immeuble doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. C'est toujours le réflexe de l'anticipation qu'il faut avoir. Et donc, l'obligation de repérage des travaux du donneur d'ordre porte sur 6 domaines. Évidemment, les immeubles, mais les immeubles bâtis, autres immeubles comme les terrains, les ouvrages de génie civil. Ici, on a du nautisme, donc les bateaux, les avions, les aéronefs. En fait, tout équipement lié à l'activité professionnelle de l'homme qui serait susceptible de comporter de l'amiante, d'emprisonner de l'amiante. Et donc, ça doit être un réflexe préalable à toute intervention, toute opération sur ces ouvrages-là. L'employeur a l'interdiction de confier à une personne de moins de 18 ans ces opérations-là, puisque moins de 18 ans, on est mineur, donc les apprentis avant 18 ans ne peuvent pas être ne peuvent pas prendre part à des opérations liées au traitement de l'amiante, soit de retrait, soit de confinement. Les entreprises qui sont chargées du traitement de l'amiante doivent avoir une certification. On l'a déjà dit, n'importe quelle entreprise ne peut pas traiter de l'amiante comme ça. Et puis, les entreprises qui interviennent au contact de l'amiante, qui se chargent de traiter l'amiante, ont obligation d'assurer à leurs salariés une formation. Après, les salariés qui ont été au contact de l'amiante peuvent bénéficier, avec les dispositions qui relèvent plus du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un suivi pour leur santé à vie. Et donc, ce que vous devez retenir, parce que je ne pourrais pas vous citer une liste complète des obligations prévues par tous les textes, parce que selon les domaines d'activité, il y a une réglementation spécifique. Je crois plutôt qu'il faudrait raisonner en termes de réflexe. Vous travaillez au contact d'une matière dangereuse parce que vous avez à la traiter, à la retirer, à la confiner,
dans le cadre d'un chantier, parce que vous travaillez dans le BTP, eh bien, il faut avoir des réflexes. Respect de la réglementation, protection de la sécurité de vos salariés, anticiper, prendre des dispositions préalables aux opérations de traitement dans le respect de la réglementation, parce que en cas de contrôle, eh bien, les conséquences peuvent être lourdes, parce que il y a des contrôles de plus en plus accrus. Vous avez compris que dans notre environnement de vie, avec, alors on parle de dérèglement de la planète, de ce gâchis qu'on fait de notre planète, il y a de plus en plus de dispositions veillant au respect de l'environnement, à la protection de l'environnement. Et donc, c'est le troisième volet de ma présentation, la protection de l'environnement. Alors aujourd'hui, les dispositions du Code de l'environnement qui visent la protection de l'environnement portent sur deux aspects. Les installations classées sont installations classées toute entreprise qui a une activité toute entreprise, alors j'ai la petite définition, toute entreprise, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Et donc, ces entreprises sont des installations classées. Alors, la réglementation veille à ce que ces installations soient éloignées de lieux d'habitation des personnes. On a eu une explosion en France sur une usine Seveso qui traitait des matières dangereuses, et on s'est posé la question de l'impact sur la santé des riverains. Et donc, ces entreprises ont de nombreuses obligations, non seulement en interne pour protéger le personnel, les salariés, mais également vis-à-vis de l'extérieur, du site sur lequel elles sont implantées, mais également vis-à-vis des personnes qui vivent à proximité. Et après, sur les traitements des déchets contenant l'amiante, alors vous avez eu une véritable explication plus détaillée faite par l'intervenant avant moi. J'ai été très attentive à son propos quand il disait qu'en Martinique, il n'existe pas de site de traitement de l'amiante. Quand vous marcher sur des sites, des parcours santé, parce qu'on le voit souvent, ou quand vous allez devant les déchetteries et que vous voyez des déchets qui s'apparentent à des déchets contenant de l'amiante, c'est terrible, parce que ceux qui se sont rendus auteurs de ces dépôts sont des criminels. Les fibres d'amiante, un coup de vent, on a les alizés ici, ça s'envole et on les respire quand on passe en voiture, fenêtre ouverte. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un salon qui regroupe des professionnels, mais au-delà de ça, quand on parle de protection de l'environnement, c'est protection de l'environnement dans lequel on vit. Donc, chaque professionnel, peut-être que vous êtes des intervenants qui avaient béné ou qui avaient jeté, je ne sais pas, des déchets en pensant qu'il n'y a pas de caméra, personne ne voit sur tel parcours santé en étant la nuit, en y allant la nuit, c'est hyper dangereux et c'est mettre en danger la vie d'autrui. Et là, on aborde alors les sanctions. C'est cela. Ces sanctions, elles concernent tous les intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces sanctions, excusez-moi. Oui ? Je déteste travailler avec les slides, je suis navrée. Les juristes, on aime écrire, c'est dommage, mais c'est ainsi. Donc, excusez ma gestion approximative de mes quelques petits slides. Je reviens sur mes sanctions. Ces sanctions, elles concernent tout le monde. Le propriétaire, le maître d'ouvrage,
le promoteur, le donneur d'ordre, tout intervenant à la construction. Pourquoi? Parce que l'infraction qui est visée, c'est la mise en danger d'autrui. C'est l'article 223.1 du Code pénal qui le prévoit. Du moment qu'un employeur, qu'un propriétaire aura manqué à ses obligations, aux obligations prévues par la réglementation, et qu'on aura démontré qu'il aura mis en danger la vie d'autrui, eh bien, il sera passible de la peine prévue par le Code pénal, qui est une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.